Je m'appelle Étienne Bernard. J'ai 30 ans. Tu n'en vaux plus la peine. Mon père a lâché cette phrase debout dans le couloir, les bras croisés sur sa poitrine comme s'il transmettait un ordre définitif. Derrière lui, mon frère aîné prenait déjà les mesures de la fenêtre de ma chambre pour de nouveaux rideaux. J'avais 18 ans. C'était le 14 novembre, il faisait -3 degrés dehors. J'avais mon permis en poche, une vieille Renault Clio de 2003 avec un chauffage en panne, et plus personne à appeler. 3 nuits. C'est le temps que j'ai passé à dormir dans cette voiture. Pas une seule fois mon téléphone n'a sonné. Ni ma mère, ni mon frère, ni l'homme qui m'avait élevé dans le culte de la discipline, de la loyauté et de la famille au-dessus de tout. 12 ans plus tard, mon père m'a retrouvé sur les réseaux sociaux. Il m'a envoyé un message en s'attendant à quelque chose de chaleureux, de la gratitude, peut-être même de la fierté. Ce qu'il a reçu à la place l'a obligé à s'asseoir dans sa camionnette et à pleurer pendant 1 heure entière. Mais ce n'est pas ma colère qui l'a brisé. C'est la preuve. Une simple capture d'écran, un emoji qui rit, que mon frère, le fils prodige, n'aurait jamais cru que je verrais. Je reviendrai sur cette réponse. Je vous dirai exactement ce que j'ai écrit. Mais avant que vous ne puissiez comprendre pourquoi un ancien parachutiste aguerri s'est retrouvé seul dans son Peugeot Partner à trembler de la sorte, vous devez comprendre quel genre de famille laisse son fils de 18 ans dormir sur un parking gelé sans jamais vérifier s'il est encore en vie. Vous devez comprendre la hiérarchie, les règles, le silence. Et le moment où j'ai réalisé qu'être obéissant n'était pas la même chose qu'être aimé. Laissez-moi donc vous ramener à l'automne 2013, à Nancy. À la nuit où tout s'est effondré. Parce que ce couloir, avec mon père bloquant la sortie et mon frère mesurant pour les rideaux, n'était pas le début. C'était juste la première fois que je comprenais que j'avais déjà perdu. Avant de vous raconter la suite, je veux faire une pause. Si une partie de ce début résonne en vous, le silence, le favoritisme, ou le moment où vous avez réalisé que vous étiez celui dont on pouvait se débarrasser, restez avec moi. Et si cette histoire vous parle, non par curiosité mais par reconnaissance, n'hésitez pas à me suivre. J'aimerais aussi savoir d'où vous m'écoutez en ce moment, votre ville, votre pays. Dites-le moi en commentaire. Maintenant, retournons en 2013, dans la maison des Bernard. Mon père, Gérard Bernard, avait servi dans les troupes aéroportées pendant 14 ans. Il n'avait pas seulement servi dans l'armée, il y était resté, même après son retour à la vie civile. Extinction des feux à 22 heures, chaussures alignées contre le mur, planning des corvées imprimées et scotchées sur le réfrigérateur. Le « oui, papa » n'était pas optionnel, c'était la monnaie d'échange. Si vous étiez en désaccord avec lui, vous étiez insubordonné. Si vous éleviez la voix, vous manquiez de respect. Si vous faisiez les deux, vous étiez un problème à corriger. Et chez nous, les problèmes ne se discutaient pas, ils s'éliminaient. Ma mère, Béatrice, était plus douce. Le genre de femme qui n'oubliait jamais un anniversaire et préparait des gratins dauphinois quand un voisin perdait un proche. Elle aimait discrètement, efficacement, prudemment. Mais l'amour sans courage n'est que de l'observation. Elle a beaucoup observé. Et puis il y avait mon frère aîné, Cédric, de 2 ans mon aîné. Taillé comme mon père, même mâchoire, même posture rigide. Il avait compris quelque chose que j'ignorais à l'époque, l'obéissance n'était pas une soumission, c'était une stratégie. Oui, chef. Tu as raison, papa. Je m'en occupe. Il disait cela avec fluidité, sans effort. Cédric ne discutait pas, ne contestait pas. Il s'adaptait, il reflétait. Il apprenait exactement ce que mon père voulait entendre et le lui servait comme si c'était sa propre idée. Dans une maison gérée comme une section de combat, l'alignement avec le commandant signifiait la protection. Cédric parlait couramment l'alignement. Pas moi. Je demandais pourquoi. Pourquoi cette règle est-elle nécessaire? Pourquoi ne peut-on pas en parler? Pourquoi doit-il en être ainsi? Je n'étais pas un rebelle, je ne faisais pas la fête, je ne ratais pas mes études. J'ai eu les félicitations au lycée 2 fois. Je travaillais le week-end dans un magasin de bricolage. Je payais mon propre essence. Mais je questionnais.
Et dans la maison de Gérard Bernard, questionner l'autorité n'était pas de la curiosité, c'était de la trahison. Avec le temps, la dynamique s'est durcie en quelque chose d'implicite mais d'évident. Cédric était l'héritier, j'étais la variable. Quand quelque chose tournait mal, j'étais le premier suspecté. Quand quelque chose allait bien, Cédric était loué publiquement. Ce n'était pas spectaculaire, c'était subtil, constant, structurel comme la gravité. La hiérarchie était fixée, le père au sommet, le fils doré à sa droite, la mère gravitant silencieusement, et moi quelque part en dessous de la ligne, essayant de trouver de l'air. C'est le système qu'il faut comprendre avant la suite. Car lorsque mon père a dit qu'il sentait une odeur étrange à l'étage ce soir-là, il savait déjà quelle chambre il allait fouiller en premier. Tout a commencé par une odeur. C'est ce que mon père a dit. Il se tenait au pied de l'escalier ce soir-là, la mâchoire serrée, les yeux déjà rétrécis comme s'il avait pris sa décision avant même de parler. Ça sent bizarre là-haut. Pas une question, une annonce. Ma mère s'est figée devant l'évier, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Cédric était à table, pianotant sur son téléphone, il n'a pas levé les yeux. Papa a monté l'escalier sans attendre. Il est allé directement dans ma chambre. Évidemment. Je n'étais pas inquiet, je n'avais rien à cacher. Mon bureau était un fouillis de cahiers, de reçus, d'un dossier d'inscription post-bac à moitié rempli. Il a ouvert le tiroir du haut et il était là, un petit sachet en plastique avec quelque chose de vert à l'intérieur. Mon cerveau s'est arrêté. J'ai regardé cela comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, ai-je dit immédiatement. Il n'a pas posé une seule question, pas une seule. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas demandé comment c'était arrivé là. Il n'a pas hésité. Il s'est tourné, a pointé le couloir et a dit « Fais tes bagages ». Juste comme ça, comme s'il licenciait une recrue. J'ai regardé derrière lui. Cédric se tenait au bout du couloir. Il n'était pas choqué, ni en colère, ni confus. Il regardait. Et puis il a fait un petit geste, il a souri. Un sourire rapide, serré, presque imperceptible. Puis il est entré dans ma chambre avec un mètre ruban à la main. « Je vais prendre celle-là », a-t-il dit nonchalamment, désignant l'espace comme s'il lui appartenait déjà. Je n'ai pas compris ce sourire sur le moment. Il me faudrait 12 ans pour en comprendre le sens. Je me suis tournée vers ma mère. Elle était à mi-chemin dans l'escalier, un torchon tordu entre ses mains. « Maman, ce n'est pas à moi. » Ses yeux étaient déjà humides. Elle a ouvert la bouche, mais la voix de mon père a coupé l'air. « Béatrice, ne commence pas. » Elle a refermé la bouche, a baissé les yeux et a dit la phrase qui me pèse encore sur le cœur. « Va-t'en, mon chéri, laisse-le se calmer. Je lui parlerai. » Elle ne lui a jamais parlé. Ni ce soir-là, ni le lendemain, ni une seule fois en 12 ans. Je suis allée à mon placard. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber un cintre 2 fois avant de pouvoir attraper un blouson. Je n'avais pas de valise, alors j'ai pris un sac poubelle noir dans la salle de bain, je l'ai rempli de jeans, de t-shirts, de chaussettes, de mon inhalateur et de mon chargeur. Derrière moi, j'entendais Cédric bouger, mesurer l'encadrement de la fenêtre, vérifier l'espace mural, planifiant déjà où irait son bureau. Avant même que je ne finisse de plier bagages, il avait commencé à réorganiser ma vie. J'ai traîné le sac dans les escaliers. Mon père se tenait près de la porte d'entrée, les bras croisés, le regard fixé au loin. Il n'a jamais croisé mes yeux quand j'ai franchi le seuil. Le froid m'a frappé violemment, une nuit de novembre glaciale, celle qui vous brûle les poumons. Derrière la porte, j'ai entendu la voix de Cédric, calme et posée, « J'ai essayé de te prévenir, papa. Il dérape depuis des mois. » Déraper ? Voilà à quoi il m'avait réduit. Je suis allée jusqu'à ma voiture, une Peugeot 206 de 2003 avec un chauffage poussif et plus de kilomètres qu'elle n'aurait dû en supporter. J'ai posé le sac poubelle sur le siège passager, je me suis assis derrière le volant et j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé avant de démarrer. Le chauffage a fait un bruit de ferraille et a soufflé de l'air froid. J'ai attendu, juste une seconde, que quelqu'un ouvre la porte, que quelqu'un crie mon nom,
que quelqu'un dise que c'était allé trop loin. Rien. La lumière du Porsche s'est éteinte et c'était fini. Le point de non-retour. La première nuit, je me suis garée sur le parking d'un grand centre commercial en périphérie de Nancy. C'était assez éclairé pour ne pas me sentir invisible, mais assez fréquenté pour que personne ne remarque une voiture immobile. J'ai coupé le moteur au bout de 10 minutes. L'essence, c'était de l'argent, et l'argent, c'était la survie. Le chauffage ne fonctionnait pas de toute façon. J'ai serré mon blouson, drapé un sweat sur mes jambes et j'ai regardé le pare-brise s'embuer de l'intérieur. Mon souffle formait des nuages. Il faisait -3 dehors, probablement moins après minuit. Je me disais que c'était temporaire. Une nuit, peut-être 2. Papa allait se calmer, maman allait appeler, Cédric allait avouer que ce n'était pas à moi. À minuit, mes orteils étaient engourdis. À 3 heures du matin, je ne sentais plus mes doigts. Je n'ai pas dormi, pas vraiment. Chaque fois que je m'assoupissais, mon corps sursautait de froid. La deuxième nuit, j'ai bougé vers le parking de la bibliothèque municipale. Plus calme, plus sombre. Vers 3 heures du matin, une lampe torche a frappé ma vitre latérale. Je me suis figée. Il y a quelque chose dans le fait d'être seul dans une voiture la nuit qui transforme chaque coup à la vitre en menace. Un agent de sécurité se tenait là. Une moustache grise, un uniforme marron, des yeux fatigués. Il a frappé doucement. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres. Ça va, fiston? Fiston. Pas suspect, pas délinquant, pas problème. Oui, j'ai juste une galère de logement, ai-je dit. Il m'a observé quelques secondes, a vu la condensation sur les vitres, le sweat sur mes jambes. Il a hoché la tête une fois. Reste au chaud si tu peux. Puis il s'est éloigné. Cet homme, un étranger avec une lampe torche payée au SMIC, a été la première personne à s'inquiéter de moi en 48 heures. Pas mon père, ni ma mère, ni mon frère. La troisième nuit a été la pire. Le froid n'était plus vif, il était sourd. Mes mains étaient raides dès 21 heures. J'ai essayé d'appeler mon père. Bloqué. J'ai essayé ma mère. 6 sonneries, puis le répondeur. J'ai essayé Cédric. Directement sur messagerie. 3 contacts, 3 silences. J'ai fixé l'écran de mon téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne. J'ai appelé la seule personne qui restait. Étienne? Camille a répondu à la deuxième sonnerie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de parler, mais ma mâchoire tremblait trop. Reste où tu es, a-t-elle dit immédiatement. 30 minutes plus tard, des phares ont balayé le parking. Dominique Roche, la mère de Camille, est descendue d'un monospace, en chaussons avec un manteau d'hiver jeté sur son pyjama. Elle a ouvert ma portière et a jeté un seul regard sur moi. Lèvres mauves, doigts blancs, dents qui s'entrechoquaient de manière incontrôlable. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a enroulé une couverture autour de mes épaules et a dit d'une voix ferme, « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte ce soir. » Elle m'a aidé à monter sur le siège passager de son véhicule. Je me souviens de la chaleur intense qui sortait des bouches d'aération, c'était douloureux au début, comme des épingles sous ma peau. Elle était infirmière, elle savait ce qu'elle voyait, les premiers stades de l'hypothermie après 3 nuits dehors. Je me suis réveillée le lendemain matin dans leur chambre d'amis, sous une couette qui sentait la lavande. Pendant 4 secondes, j'ai oublié. Puis tout m'est revenu. Le couloir, le sac poubelle, la lumière du Porsche qui s'éteint. J'ai fixé le plafond en essayant de ne rien ressentir. En bas, je sentais l'odeur du café. Camille était à la cuisine, les yeux rouges d'avoir veillé. Dominique a posé un bol devant moi et s'est assise en face. Elle ne m'a pas interrogée, elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a dit une phrase qui a tout changé en moi, « Tu mérites une place à une table où tu n'as pas à te battre pour avoir une assiette. » Pas de drame, juste un fait. 18 ans dans ma propre maison, et je n'avais jamais entendu rien de tel. Et pour la première fois, je me suis autorisée à croire que je n'étais peut-être pas le problème.
Se faire jeter à 18 ans ne fait pas que mal, cela vous paralyse administrativement. Le premier coup dur est tombé 2 semaines plus tard. Mon père contrôlait le livret A sur lequel ma mère versait de l'argent pour moi depuis mes 12 ans, argent d'anniversaire, petit boulot d'été, et traîne. Ce n'était pas une fortune, environ 2000 €, mais c'était le mien. Je n'en ai jamais vu la couleur. Quand j'ai demandé par un court email, neutre et poli, il a répondu par une seule phrase: « Tu y as renoncé quand tu as choisi cette voie. » Comme si j'avais choisi de partir avec un sac poubelle pour le plaisir. En 1 semaine, j'ai été retirée de la mutuelle familiale. Je ne l'ai pas appris par un appel, mais à la pharmacie, celle-là même où je venais de commencer à travailler à temps partiel. La pharmacienne m'a dit que mon traitement pour l'asthme n'était plus pris en charge. Couverture résiliée. J'ai dû payer 45 € de ma poche. J'en avais 40 dans mon portefeuille le soir de mon départ. Faites le calcul. Je ne pouvais pas demander de bourse d'études immédiatement car je n'avais plus de domicile stable. Le temps que l'adresse de Dominique soit validée, j'avais raté les premières échéances. 3 semaines, ça semble peu, sauf quand on est fauché. Pendant ce temps, Cédric prospérait. Mon père payait l'intégralité de ses frais de scolarité dans une école de commerce privée. Il postait des photos, tellement fier de mon fils. Un futur leader. Une nouvelle décoration dans mon ancienne chambre, des rideaux neufs, une peinture fraîche. J'ai vu une photo sur le téléphone de Camille. Mon lit était parti, mon bureau remplacé. Mon existence avait été effacée. Et puis il y a eu la rumeur. Selon mon père, j'avais développé un problème de drogue. Ils avaient tout essayé, le dialogue, la fermeté, le cadre. Rien n'avait marché. J'avais choisi de partir. C'était propre, pratique. Pas de parking gelé dans son histoire, pas d'appel bloqué, pas de lettres non ouvertes. Juste un fils difficile qui ne suivait pas les règles. Ma tante m'a appelé une fois, 3 mois plus tard: « Étienne, mon grand, ton père dit que tu as besoin d'espace. » L'espace, c'est le nom qu'on donne à l'exil quand on veut polir la vérité. Et ma mère ne disait rien. Ni publiquement, ni en privé. Le silence était devenu la doctrine officielle. C'est là que j'ai appris que l'abandon n'est pas seulement émotionnel, il est bureaucratique. Dominique ne m'a pas laissé dériver. Le lendemain de mon arrivée, elle s'est assise avec moi avec un bloc-notes. « Tu peux rester ici », a-t-elle dit calmement. Mais ce n'est pas une mission de sauvetage, c'est un nouveau départ. 3 conditions: tu passes ton bac en candidat libre au printemps, tu trouves un travail immédiatement, et tu t'inscris en école d'infirmier pour la rentrée. Pas d'exception, pas de pitié, juste de la structure. C'était la première fois que la discipline ne ressemblait pas à une punition. J'ai accepté. Le lundi suivant, j'ai commencé à la pharmacie 4 soirs par semaine. Je rangeais les rayons, je servais les clients qui ne se doutaient pas que j'avais dormi sur un parking quelques jours plus tôt. Pendant mes pauses, je révisais. Le soir, je révisais. Le dimanche, je révisais. Ce n'était pas du cinéma, pas de musique héroïque, juste les néons de la pharmacie et l'épuisement. 6 mois plus tard, j'ai eu mon bac. Pas de cérémonie, pas d'applaudissements. Dominique a scotché mon relevé de notes sur le frigo avec un aimant. « Bien », a-t-elle dit. Étape suivante. Je me suis inscrit à l'IFSI de Nancy. Dans ma lettre de motivation, j'ai écrit une phrase qui pesait plus lourd que tout le reste: « Je veux prendre soin de ceux qui n'ont plus personne. » Je n'ai pas mentionné ma famille, ni le 14 novembre, ni l'hypothermie, mais tout cela était entre les lignes. J'ai été admis. Les études d'infirmier ont été 4 années de caféine et de stress contrôlé. Je travaillais sur 2 jobs tout le long, la pharmacie et un service de nuit dans une brasserie. Des gardes de 8 heures, des cours de 4 heures, révisés jusqu'à minuit. Recommencer. Je révisais sur les bancs des bus, dans les laveries, dans l'arrière-boutique de la pharmacie, alors que les autres étudiants recevaient l'aide de leurs parents ou des virements pour le loyer. Moi, j'avais mes prêts étudiants et la table de Dominique. Ma moyenne est restée excellente, non parce que j'étais brillant, mais parce que j'étais terrifié.
Terrifiée de devenir la version de moi-même que mon père décrivait à tout le monde. La peur peut vous détruire ou vous aiguiser. Jour de remise des diplômes, mai 2017. Le grand amphithéâtre était plein de parents avec des fleurs. 4 personnes étaient là pour moi, Dominique, Camille, et 2 collègues de la brasserie qui m'avaient remplacé pendant mes examens finaux. C'était tout. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé la scène d'un pas assuré, j'ai serré la main du directeur, j'ai souri pour la photo. Si vous zoomez assez sur cette photo, vous verrez que le sourire atteint mes lèvres mais s'arrête juste avant mes yeux. Parce qu'il y a une solitude spécifique qui vous frappe quand vous réussissez et que les gens qui étaient censés s'en soucier ne le savent même pas. Ou pire, ils le savent et choisissent le silence. J'ai posté une seule photo ce soir-là, enfin diplômée. Pas de tag, pas de famille, juste la preuve. J'ai pris un poste aux urgences de l'hôpital central de Nancy. 12 heures de garde, le chaos, le sang, l'adrénaline. J'adorais ça. 2 ans plus tard, j'ai été nominée pour le prix de l'infirmier de l'année de l'établissement. Je n'ai pas gagné, mais la nomination a attiré l'attention de quelqu'un qui a tout changé, le docteur Marc Lefebvre. Un homme calme sous la pression, le genre de médecin qui retient vraiment le nom des infirmiers. Un après-midi, entre 2 urgences, il m'a pris à part. « Tu ne te contentes pas de soigner les patients, Étienne. Tu les vois vraiment. Personne ne m'avait jamais décrit ainsi. As-tu pensé à aller plus loin ?» Il parlait de devenir infirmier en pratique avancée, IPA, un master, plus d'autonomie, la capacité de gérer des consultations. L'idée me semblait trop grande, trop étrangère. Mais le docteur Lefebvre a écrit ma lettre de recommandation. J'ai été acceptée à l'université de Strasbourg. Le master signifiait plus de prêts, plus de garde, moins de sommeil. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Je ne fuyais plus la version de moi-même créée par mon père. Je construisais quelque chose qui n'avait rien à voir avec lui. J'ai terminé mon master en 2021. La même année, une idée qui germait depuis ce fameux parking est devenue claire, créer un dispensaire de soins gratuits ou à tarif social pour les anciens combattants sans abri. Des hommes qui avaient servi le pays et s'étaient retrouvés sans rien. Des hommes comme mon père aurait pu l'être si la vie avait basculé différemment. Je savais ce que l'on ressentait quand on est abandonné par ceux qui sont censés vous protéger. Je ne voulais plus que personne ne reste seul dans le froid à se demander si quelqu'un allait venir. Cette idée est devenue un plan, le plan est devenu de la paperasse, et la paperasse est devenue une mission. C'était lors de ma 8e année d'indépendance. J'étais plongée dans mon projet de dispensaire quand Camille m'a appelée. Sa voix n'était pas paniquée, elle était prudente. « Étienne, j'ai trouvé quelque chose. » Elle transférait d'anciennes données de son vieux téléphone de lycée vers un nouveau. Des années de conversations oubliées avaient refait surface. Et enfoui dans une discussion avec Cédric, datée de novembre 2013, se trouvait un message auquel elle n'avait pas prêté attention à l'époque. Elle me l'a lu, MDR, j'ai déplacé mes trucs dans le bureau d'Étienne juste à temps. Papa va craquer. Suivi d'un emoji qui pleure de rire. Je n'ai pas parlé. L'air semblait avoir quitté la pièce. Étienne, je n'avais pas percuté à l'époque, a-t-elle ajouté rapidement. J'avais 19 ans, je n'ai pas fait le lien. J'aurais dû. Je suis tellement désolée. Envoie-le-moi, ai-je dit. Elle l'a fait. La capture d'écran est arrivée sur mon téléphone. Le nom de Cédric en haut. L'heure. La bulle de message grise. 12 ans. 3 nuits dans une voiture gelée. Une lettre retournée. Une réputation détruite. Tout cela à cause d'un emoji qui rit. Il n'avait pas seulement menti, il avait mis en scène la découverte. Il avait placé la drogue dans mon bureau, regardé notre père exploser, m'avait regardé remplir un sac poubelle, avait mesuré ma fenêtre pour ses rideaux et avait passé 12 ans à jouer le fils loyal. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Pas de crise de nerfs, pas de cris, juste quelque chose à l'intérieur qui se recalibrait. La question que je portais depuis une décennie, et si c'était de ma faute ? Avait enfin une réponse. Ce n'était pas le cas. J'ai enregistré la preuve. Je ne l'ai pas envoyée à mon père.
Je n'ai pas confronté Cédric. Je ne l'ai pas publié. Certaines vérités ne demandent pas une réaction immédiate, elles demandent le bon moment. L'article est paru un dimanche dans l'Est républicain. Un infirmier crée un dispensaire pour les vétérans sans abri. Un petit portrait, un reportage de 3 minutes sur France 3 Régions. Rien de viral au niveau national, mais c'est allé assez loin. Environ une semaine plus tard, j'ai ouvert LinkedIn après une longue garde et j'ai vu un nom que je n'avais pas lu depuis plus de 10 ans, Gérard Bernard. Il était passé par LinkedIn parce que j'avais bloqué son numéro depuis des années et que mes réseaux sociaux étaient privés. Les plateformes professionnelles sont plus dures à verrouiller. Il y avait un message, Étienne, c'est papa. J'ai vu l'article sur ton dispensaire. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. J'aimerais qu'on se parle. Ta mère s'ennuie de toi. On s'ennuie tous. Je l'ai lu une fois, puis deux. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Toi. L'homme qui a dit que je n'en valais plus la peine? L'homme qui m'a renvoyé ma lettre sans l'ouvrir? L'homme qui a laissé son autre fils prendre ma chambre le soir même où je gelais sur un parking? Tu savais? J'ai fermé l'ordinateur, j'ai enfilé mes baskets et j'ai couru 8 kilomètres dans le noir. Pas pour fuir le message, mais pour laisser la colère brûler avant qu'elle ne parle pour moi. Je n'ai pas répondu ce soir-là, ni le lendemain. 2 semaines ont passé. Le message restait dans ma boîte comme une lettre morte. Puis un second est arrivé, plus long, plus confiant, j'ai montré l'article à toute la famille. Tout le monde est fier. Ta tante demande souvent de tes nouvelles. Cédric aussi demande après toi. On pourrait peut-être s'appeler. Je pense qu'il est temps. Cédric demande après moi. Ça m'a presque fait rire. J'ai appelé Camille. Qu'est-ce qui se passe? Elle a soupiré. Il partage l'article partout sur Facebook, dans les repas de famille, à la paroisse. Il raconte aux gens que tu as toujours voulu ton indépendance, qu'il t'a soutenu à distance. À distance? Il n'était pas en train de réécrire le passé, il le remplaçait. L'histoire de la drogue avait disparu. Maintenant, c'était « Étienne a choisi de se construire seul ». C'était « Fier de mon fils », 60 likes. J'ai fixé mon téléphone. Mon père n'essayait pas seulement de me recontacter, il voulait récupérer le contrôle du récit. Et cette fois, il avait besoin de ma coopération pour finir de l'écrire. Je ne me suis pas assis pour écrire un message de vengeance. Je me suis assis pour dire la vérité. Il y a une différence. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé la date en haut, 14 novembre. Il m'a fallu 3 heures pour l'écrire. Non parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que chaque phrase ouvrait une porte que j'avais soudée il y a des années. Quand j'ai fini, j'ai joint 2 fichiers, une photo de l'enveloppe non ouverte et la capture d'écran. Puis j'ai copié le texte dans LinkedIn et j'ai cliqué sur envoyer à 23h47. Voici ce que j'ai écrit. Papa, tu as dit que je n'en valais pas la peine. Voici ce qui s'est passé après que tu aies décidé cela le 14 novembre, par -3 degrés. Tu as trouvé un sachet dans mon bureau et tu n'as pas posé une seule question. Tu as pointé la porte. J'ai mis mes vêtements dans un sac poubelle. Cette nuit-là, je me suis garé sur le parking du centre commercial. Le chauffage de ma Clio était en panne. Je n'ai pas dormi. La 2e nuit, parking de la bibliothèque. Un vigile a frappé à ma vitre à 3 heures du matin pour me demander si j'allais bien. Un inconnu s'est soucié de moi avant ma propre famille. La 3e nuit, je t'ai appelé. Bloqué. J'ai appelé maman. Pas de réponse. J'ai appelé Cédric. Messagerie. À 00h30, la mère de Camille a fait 30 km pour venir me chercher. Elle m'a trouvé en état d'hypothermie. La mère d'un autre a sauvé la vie de ton fils. 2 semaines plus tard, je t'ai écrit une lettre. Je t'ai dit que la drogue n'était pas à moi. Je t'ai dit que je vous aimais. Je t'ai dit que je voulais rentrer. Tu me l'as renvoyé sans l'ouvrir. J'ai joint la photo, ton écriture sur le devant, retour à l'envoyeur. Tu as dit à la famille que j'avais un problème de drogue. Tu leur as dit que j'avais choisi la rue.
Voici ce que tu as raté. 2014, j'ai eu mon bac en travaillant à la pharmacie. 2015, début des études d'infirmier, des prêts, 2 boulots. 2017, remise des diplômes. 4 personnes dans la salle, aucun Bernard. 2021, j'ai ouvert un dispensaire pour les anciens combattants. Le genre d'homme avec qui tu as servi. Tu dis que tu as toujours su ce que j'avais en moi. Savoir demande d'être présent. Tu as été absent pendant 12 ans. Une dernière chose, tu m'as jeté pour de la drogue trouvée dans mon bureau. Elle n'a jamais été à moi. J'ai joint une capture d'écran de novembre 2013. C'est un message de Cédric à une amie commune, MDR, j'ai déplacé mes trucs dans le bureau d'Étienne juste à temps. Papa va craquer. Emoji qui rit inclus. Ton fils doré a tout mis en scène. Il t'a regardé me jeter dehors. Il a pris ma chambre avant même que j'aie fini mon sac. Et j'ai dormi dans une voiture parce que tu ne l'as jamais remis en question. J'ai gardé la lettre et la capture d'écran non pas comme des armes, mais comme des preuves. La preuve que j'ai essayé. La preuve que tu ne l'as pas fait. Tu dis que tu veux reconnecter. Voici à quoi tu te reconnectes. Pas à la version Facebook, pas à la légende de « Père fier ». À la réalité. Je ne te hais pas, mais je ne serai pas ton histoire réécrite. Je suis la mienne. Étienne. Quand j'ai cliqué sur envoyer, je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis senti stable. Ce qu'il ferait de la vérité après cela n'était plus mon fardeau. Je n'ai pas appris sa réaction par lui. Je l'ai apprise par la chaîne d'information habituelle des familles comme la nôtre. Par ma tante, par ma mère. Voici ce qu'on m'a raconté, il a lu le message dans son fauteuil, son téléphone à la main, dans le silence du salon. Il s'attendait à quelque chose de plus doux, de reconnaissant. Il l'a lu une fois, puis 2. Ma mère a dit qu'il n'avait pas parlé, pas juré, pas argumenté. Il s'est levé, est sorti et a traversé le jardin pour s'installer dans son utilitaire. Il s'est assis au volant, n'a pas démarré le moteur, n'a pas allumé les phares. Il est resté là. 10 minutes, 20 minutes. Ma mère a fini par sortir avec un manteau et a frappé à la vitre. Elle a dit qu'elle pouvait l'entendre pleurer avant même qu'il ne baisse la vitre. Pas des pleurs contrôlés, mais des sanglots qui secouent les épaules, le genre de pleurs qui vous dépouillent de votre grade. 1 heure plus tard, il est rentré, a posé son téléphone sur la table de la cuisine et l'a poussé vers elle. Lis ça. Elle l'a fait. Puis elle a pleuré aussi. Et pour la première fois en 12 ans, mon père a posé la question qu'il aurait dû poser le soir où il a pointé la porte. Tu savais pour Cédric? Elle a dit non. Il a repris le téléphone, a appelé mon frère. Pas de réponse. Il a rappelé. Messagerie. Une 3e fois. Rien. Le lendemain matin, il a conduit jusqu'à l'appartement de Cédric. C'est là que le scénario a commencé à s'effondrer. Tout ce que je sais vient de seconde main, mais parfois la vérité indirecte frappe tout aussi fort. Il est arrivé avant 8 heures du matin. Il a frappé si fort qu'un voisin a ouvert sa porte en premier. Cédric a répondu en jogging et t-shirt, à moitié réveillé. Papa a brandi son téléphone. C'est vrai, Cédric? Mon frère a regardé la capture d'écran, pendant une fraction de seconde, le masque a glissé. Puis il l'a remis en place, c'est sorti de son contexte. Évidemment. Mon père n'a pas crié. C'est ce qui a surpris tout le monde. Il n'a pas explosé. Il a parlé calmement, ton frère a dormi dans une bagnole pendant 3 nuits à cause de toi. Cédric a croisé les bras, c'est toi qui l'as mis dehors, pas moi. C'était vrai, et ça a porté. La voix de mon père, selon ma mère, était la plus calme qu'elle ait jamais entendue, je l'ai fait parce que je t'ai cru. Pour la première fois de sa vie, Cédric n'avait plus de réplique. Le script était vide. Papa lui a dit de ne plus mettre les pieds à la maison pendant un moment. Il a tourné les talons et est parti. Sans claquer la porte. Sans se retourner. La même semaine, mon père a appelé ma tante. Il lui a tout dit, la capture d'écran, la lettre, le parking, l'hypothermie.
Elle est restée silencieuse longtemps, puis elle a dit, « Tu as laissé ce petit dormir dans une voiture, Gérard. » « Je sais. »« Et tu nous as dit qu'il se droguait. »« Je sais. » Elle a raccroché et m'a appelé. Je n'ai presque pas répondu, mais je l'ai fait. « Étienne, a-t-elle dit, la voix épaisse. Je suis désolée. J'aurais dû te demander directement. Vous avez cru ce qui était le plus facile à croire, lui ai-je répondu. Oui, a-t-elle admis. Et j'en ai honte. Mon oncle a cessé de répondre au message de Cédric. Sans annonce, juste le silence. Un de mes cousins a posté quelque chose sur les réseaux sociaux, le sang ne signifie pas la loyauté. L'onde de choc avait atteint les bords. Cédric a posté une story 3 jours plus tard. Parfois, la famille est la chose la plus toxique dans votre vie. Nouveau contexte, nouveau rôle, mais personne n'a réagi. Pas un seul commentaire. Et voici ce dont on ne parle pas, regarder une famille se fracturer n'apporte pas de sentiment de victoire. C'est lourd. Parce que la vérité n'expose pas seulement une personne, elle réorganise tout le monde. 2 mois plus tard, le dispensaire a eu son inauguration officielle. Nous fonctionnions déjà discrètement, mais c'était le moment public. Le ruban, la presse, la communauté. Je n'ai pas invité mon père. Je n'ai pas invité ma mère. Je n'ai pas invité Cédric. Mais ma tante a appelé la semaine d'avant, est-ce que je peux venir ? Oui, ai-je dit immédiatement. Elle a marqué une pause, je n'en ai pas le droit. Ce n'est pas une question de droit, ai-je répondu. Tu as demandé. Le matin de l'événement, je suis arrivé à 7 heures pour les dernières vérifications. La bannière, les chaises, le pupitre. J'ai jeté un œil vers le fond du parking. Un utilitaire bleu. Un autocollant des parachutistes sur le pare-choc. Mes mains se sont figées. Il était déjà là. Je n'y suis pas allé. J'ai fini de tout installer. À 10 heures, le parking était plein. Des vétérans dans de vieux blousons, des officiels, des journalistes. Camille tenait un bouquet. Dominique était déjà ému. Le docteur Lefebvre a parlé en premier, calmement, de l'accès aux soins et de la persévérance. Puis Dominique a coupé le ruban, les mains tremblantes. Quand est venu mon tour, je me suis approché du micro. Une quarantaine de vétérans étaient assis sur des chaises pliantes devant moi. Il y a 12 ans, ai-je dit, j'ai dormi dans une voiture sans personne à appeler. Aujourd'hui, ce dispensaire existe pour que personne ici n'ait jamais à se sentir aussi seul. Je n'ai pas mentionné mon père, pas par son nom, cette journée n'était pas pour lui. Mais alors que les applaudissements montaient, j'ai vu au bord du parking un homme avec une casquette baissée, les mains dans les poches, immobile. Nos yeux se sont croisés à travers le béton et 12 ans de silence. Je n'ai pas fait de signe, je n'ai pas souri. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai hoché la tête une fois. Un petit geste. Il a hoché la tête en retour. Puis il est resté là encore quelques minutes, est monté dans sa camionnette et est parti. Pas de confrontation, pas de scène, juste une reconnaissance. Pour la première fois, nous étions sur un terrain d'égalité. Non pas parce qu'il s'était excusé, mais parce que je n'avais plus besoin qu'il le fasse. Une semaine après l'inauguration, mon père a envoyé un email. Pas à mon adresse personnelle, mais sur la boîte de contact générale du dispensaire, comme un étranger. Étienne, j'ai lu ton message 7 fois. J'ai lu la lettre que j'ai renvoyée. Ta mère en a trouvé une copie brouillon dans le vieux bureau. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne chercherai pas d'excuses. J'ai eu tort. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je t'ai entendu. Je l'ai lu à ma table de cuisine après une longue garde, devant un bol de soupe tiède. Il m'a fallu 4 jours pour répondre. Non parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais le dire sans rage. Merci de m'avoir entendu. C'est plus que ce que j'ai reçu il y a 12 ans. Je ne te hais pas, mais je ne te fais pas confiance. Pas encore. Si tu veux une quelconque relation, cela commence par la responsabilité. Pas un email, mais de la constance.
Et cela commence par le fait que Cédric admette directement ce qu'il a fait. En attendant, j'ai besoin d'espace. 2 semaines plus tard, 3 mots sont revenus, je comprends. Ma mère m'a écrit séparément, pour la première fois sans le mettre en copie, j'aurais dû être ta mère avant d'être sa femme. J'apprends comment faire. Elle a commencé une thérapie à 62 ans. Nous nous voyons dans un café tous les quelques mois. Terrain neutre. Nous parlons de choses superficielles, la météo, le travail, les livres. Les grandes conversations sont encore là, entre nous, comme des boîtes non ouvertes. Cédric n'a jamais repris contact. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Je ne l'attends pas. Certaines personnes n'arrivent jamais à la vérité. Et voici ce que j'ai appris, les limites ne sont pas des punitions, ce sont des modes d'emploi. Si tu veux avoir accès à moi, voici le prix. Pas de justification de 5 pages, pas de tribunal émotionnel, juste une ligne tracée clairement. Pour la première fois de ma vie, je ne me battais pas pour qu'on me croie. Je décidais qui restait. J'ai toujours la voiture. La Renault Clio de 2003 avec le chauffage en panne. Elle ne roule plus depuis des années, la batterie est morte, les pneus sont à plat. Il y a un voile permanent sur l'intérieur du pare-brise. Elle est garée à l'arrière du dispensaire, entre l'ébène et le grillage. Tous mes employés m'ont demandé pourquoi je ne m'en débarrassais pas. Ce serait facile, un appel à la casse et l'espace serait libéré. Mais je la garde. Les jours difficiles, et il y en a encore, je vais à l'arrière et je pose ma main sur le capot. En hiver, il est glacé. En été, il brûle. Quoi qu'il en soit, cela me ramène au parking du centre commercial, aux sweats sur mes jambes, aux givres sur les vitres, aux 3 appels sans réponse. J'avais 18 ans, j'étais terrifiée, seule, et j'ai survécu quand même. Personne n'a ouvert la porte, alors je l'ai ouverte moi-même. La Clio n'est pas un monument à la souffrance, c'est un rappel de ma capacité à tenir. Chaque fois que je touche ce métal, je me souviens d'une chose simple, il a dit que je n'en valais pas la peine, mais ce gamin sur le parking, lui, a continué. Et parce qu'il a continué, 200 vétérans par mois franchissent les portes de mon dispensaire. La voiture ne m'a pas sauvée. C'est moi qui l'ai fait. Je ne raconte pas cette histoire pour que vous détestiez mon père. Gérard Bernard était un homme façonné par la peur. Il avait perdu un camarade de régiment à cause de l'addiction après une opération extérieure, il avait vu quelqu'un en qui il avait confiance s'effondrer lentement. Cette peur était restée en lui comme un éclat d'obus. Alors, quand il a senti cette odeur et trouvé ce sachet, toutes ses alarmes ont sonné en même temps. Il a réagi. Il ne pensait pas avoir tort, alors qu'il avait tort de manière catastrophique. Je comprends le mécanisme qui l'a conduit là. Et comprendre n'est pas pardonner, c'est de la clarté. Voici ce que j'ai appris, la peur explique le comportement, elle n'excuse pas la cruauté. Vous pouvez aimer quelqu'un et décider qu'il n'a plus accès à vous. Vous pouvez pardonner en privé et maintenir des frontières en public. Ce ne sont pas des contradictions, c'est de la maturité. Pendant longtemps, j'ai cru que pardonner signifiait rouvrir la porte. Maintenant, je sais que cela signifie simplement choisir si l'on veut ou non la déverrouiller. Et j'ai le droit de prendre mon temps. Je n'ai jamais été le problème. J'étais celui qui posait des questions dans une maison qui préférait le silence. Étage 12 ans plus tard, debout dans un dispensaire que j'ai bâti de rien, je sais quelque chose avec une certitude que personne ne pourra réécrire, j'ai toujours valu la peine qu'on se batte pour moi. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, merci. Sincèrement. Parce que des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement là pour divertir, elles déterrent des choses que les gens gardent souvent enfouies. Alors, voici ma question pour vous, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous écrit dans cette réponse? Auriez-vous été bref? Auriez-vous été plus radical? Seriez-vous resté silencieux? Dites-le moi en commentaire. Et si cela vous a rappelé quelqu'un dans votre vie, le frère ou la sœur qu'on comparait toujours, l'ami qui a été rejeté, la personne qu'on n'a jamais cru, partagez cette histoire avec eux. Cela pourrait tomber au moment exact où ils en ont besoin. Et où que vous soyez en ce moment,
dans une voiture au sens propre ou dans un hiver émotionnel, souvenez-vous de ceci, vous en valez toujours la peine. Cette histoire a été créée par l'équipe de Boundary and Bloodline à des fins de divertissement uniquement.